Bonjour à tous et bienvenue au Salon S'expatrier Mode d'emploi et bienvenue à notre conférence sur partir à l'étranger, vivre et couvert et serein. Je suis Aurélie Brière, je suis la directrice des affaires juridiques du CLES, du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Je vais laisser mon partenaire se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonjour à tous et à toutes, Alexis de Saint-Albin, je suis en charge du développement au sein de la direction internationale du groupe Malakoff Humanis. Donc on va parler de retraite, de santé, de prévoyance, je présenterai un peu plus tout à l'heure. Merci Alexis. Donc je vais vous présenter la première partie du sujet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste replacer le Centre des liaisons européennes internationales de sécurité sociale dans le contexte. C'est un établissement public national qui a été créé, comme vous voyez, en 1959. Il est sous la double tutelle du ministère des Affaires sociales et du ministère du Budget. Alors qu'est-ce que c'est le CLES? C'est l'organisme de liaison français entre les organismes français et les institutions étrangères qui est le garant d'une bonne application des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale. On informe, on conseille les personnes sur leur protection sociale lorsqu'elles vont être en situation de mobilité internationale. Et de cette façon, on contribue à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les personnes qui sont en mobilité internationale. Alors aujourd'hui, on va vous parler du sujet, c'est voilà, on part à l'étranger, on veut être tranquille, serein, donc on va vous expliquer ce qu'il faut faire avant de partir. Donc il y a un principe. Qu'est-ce que l'expatriation ? Donc l'expatriation au sens de la sécurité sociale, c'est une personne qui va aller travailler à l'étranger et donc du coup ne va plus être rattachée au régime de sécurité sociale français. Il y a un principe qu'on appelle la lex loci laboris, on est rattaché au régime de sécurité sociale du lieu d'activité. Alors bien sûr, comme tout principe, il y a des exceptions. Et une des exceptions à ce principe donc de rattachement à la législation de l'état de travail, c'est le détachement. Qu'est-ce que le détachement ? Le détachement, c'est lorsqu'il y a un employeur qui envoie un travailleur de manière temporaire pour travailler dans un autre état. Donc la notion de temporalité est très importante puisque c'est sur une durée temporaire. Pendant cette période de détachement, le travailleur il va continuer de relever la législation de son état d'envoi et non pas du pays de travail. Comme je vous l'ai dit, le détachement il est limité dans le temps. Il y a une durée qui varie selon les textes juridiques, donc selon les règlements européens de coordination, selon les accords bilatéraux de sécurité sociale. Et bien sûr, il y a remplir un certain nombre de conditions avant d'être détaché dans le pays d'envoi. Alors, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de textes en mobilité internationale qui nous garantissent une protection de votre situation à l'étranger. Voilà, vous avez la carte devant vous avec différentes zones. On a une zone en bleu qui est la zone d'application des règlements européens de coordination et la zone en rouge qui est la zone couverte par les accords bilatéraux de sécurité sociale que la France a avec ces pays-là. Il y en a 41. Et vous voyez aussi une petite zone en orange qui sont les décrets de coordination que la France a avec les territoires d'outre-mer. Alors, quels sont les risques qui sont couverts par ces accords internationaux de sécurité sociale dans le cadre des règlements européens de coordination? Les règlements européens de coordination, ils vont s'appliquer aux pays donc, de l'Union européenne, mais également aux pays de l'espace économique européen, qui sont le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande, et la Suisse. Les règlements européens, ils visent toutes les branches de la sécurité sociale, la maladie, la maternité et la paternité, l'invalidité, le décès, la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la pré-retraite, les allocations familiales et le chômage. Alors, pas dire que le chômage est au sens strict du terme une branche de sécurité sociale, mais dans le cadre des règlements européens de coordination, c'est un risque qui est couvert. En revanche, les accords bilatéraux de sécurité sociale ne visent pas toutes les branches de sécurité sociale. Il faut avoir en tête qu'un accord bilatéral de sécurité sociale est un accord entre deux États. C'est une négociation. Chaque accord a ses propres dispositions, ses particularités. Et les accords bilatéraux de sécurité sociale peuvent avoir des risques couverts qui diffèrent selon les accords. Il y a des accords qui visent
la maladie, la vieillesse, les accidents du travail. Puis certains accords bilatéraux de sécurité sociale ne vont viser que la législation applicable ou ne viseront que la législation applicable et la vieillesse, mais ne viseront pas les droits aux soins de santé, par exemple. Donc il y a une particularité et je vous conseille, bien évidemment, d'aller sur notre site www.cles.fr pour aller consulter les particularités de chaque accord bilatéral. Les personnes visées par ces accords internationaux de sécurité sociale, dans le cadre des règlements européens de coordination, il n'y a pas de condition de nationalité. Ces règlements européens de coordination, ils s'appliquent à tous les ressortissants, travailleurs salariés, des travailleurs non salariés, fonctionnaires, étudiants, inactifs et également aux ayants droit. De même que pour les risques couverts, dans le cadre des accords bilatéraux, c'est plus restrictif. Généralement, il s'applique aux ressortissants de l'un ou des territoires contractants. C'est un principe de réciprocité et de à peu près, on va dire, un grand nombre d'accords bilatéraux. Mais il y a un certain nombre d'accords bilatéraux qui s'appliquent à tous les ressortissants, peu importe la nationalité. C'est ce qu'on constate avec les derniers accords bilatéraux qui se calquent un petit peu sur les règlements justement européens de coordination pour lever cette condition de nationalité et pour que ces accords s'appliquent à une majorité de personnes. On pense plus à une personne en tant que travailleur et non pas comme ressortissant de l'un de ces pays. Alors on parle de coordination et c'est très important que vous compreniez cette notion. Qu'est-ce que la coordination en matière de sécurité sociale dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale? C'est une coordination. Comme son nom l'indique, ce n'est pas une harmonisation des législations de sécurité sociale. Ça, c'est un concept qu'il faut avoir en tête. Chaque pays a sa propre législation, mais les accords bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre des règlements européens de coordination permettent une coordination. Les États vont se mettre en ordre de marche pour coordonner, pour permettre une garantie des droits des personnes qui sont en mobilité internationale, garantie des droits en cours d'acquisition, c'est-à-dire lorsque vous passez d'un pays à un autre, que ce soit en matière de santé, en matière de prestations familiales, notamment par l'exportation des prestations, mais également une garantie des droits acquis. Et les garanties des droits acquis, c'est au niveau de la retraite, c'est-à-dire que toutes les périodes dans lesquelles vous avez travaillé dans les pays pourront être prises selon les dispositions, je mets toujours des réserves, selon les dispositions des accords pour le calcul de votre retraite au moment de votre retraite. Voilà, les objectifs de ces accords internationaux de sécurité sociale, c'est garantir les droits en matière de sécurité sociale lorsque les personnes passent d'un pays à un autre, donc lorsqu'ils sont en mobilité internationale. L'objectif, c'est pas de rupture des droits dans le cadre de la sécurité sociale française. Vous avez fait votre carrière en France, vous avez une carrière linéaire, vous n'avez pas de rupture dans votre carrière. Les accords internationaux, leur objectif, c'est justement de garantir cette carrière également avec les périodes accomplies dans les autres États. C'est ce qu'on appelle les garanties en cours d'acquisition et les garanties des droits des droits acquis. Et puis il y a un principe aussi important qui est l'exportation des prestations, qui permet également, lorsque vous partez vivre votre retraite dans un autre pays, de pouvoir bénéficier de votre pension. Un certain nombre d'autres principes aussi dans le cadre de ces accords multilatéraux ou bilatéraux de sécurité sociale. C'est aussi un principe important à côté de l'exportation des prestations, de la législation applicable, c'est-à-dire d'être affilié au régime de sécurité sociale de là où on travaille, c'est l'égalité de traitement. Les personnes qui bénéficient de ces accords ont les mêmes prestations et les mêmes droits que les ressortissants des États dans lesquels ils vont aller travailler ou vivre en tant que retraités, donc dans lesquels ils seront assurés. Voilà, j'ai dressé un panel un peu global sur les règlements et sur les accords bilatéraux, mais il y a d'autres situations et Alexis va pouvoir bien sûr compléter mes propos sur ces différentes situations. Voilà, merci Aurélie. Alors,
à ce stade, pour que les personnes qui nous voient et nous écoutent comprennent bien, là, on a parlé des accords. Donc, qu'est-ce qui se passe de manière automatique pour vos droits, retraite, santé, chômage, quand vous allez à l'étranger? Maintenant, on va voir ensemble comment on peut, dans les pays où on n'aura pas de continuité de droit, comment on peut acquérir des droits comme si on était en France. Avant cela, Aurélie, moi, ce que je propose, c'est prendre 2 exemples pour bien matérialiser les problématiques liées aux conventions. Sur la retraite, par exemple, une personne qui a travaillé 42 ans, admettons que ce soit la durée légale en France, qui a travaillé 42 ans en France, qui a travaillé en tout 42 ans, dont 5 ans en Bulgarie et 5 ans en Espagne. Il a une carrière complète de 42 ans. Donc comment matériellement les accords européens sont utiles pour lui, pour la retraite? Ces accords, alors comme tu le dis Alexis, c'est bien qu'un cas pratique, c'est toujours plus parlant. Effectivement, dans le cas de cette personne qui a travaillé en France, en Bulgarie et en Espagne, il y a l'application des règlements européens de coordination. Cette personne, au moment de sa retraite, il faudra qu'elle précise qu'elle a bien travaillé donc, dans ces 3 pays et les périodes d'assurance qui auront été accomplies en Bulgarie et en Espagne seront prises pour le calcul de la retraite française. Donc c'est très important puisque ça permet justement, comme tu le disais, d'avoir une continuité des droits et que cette personne-là, du fait de la mobilité, ne se voit pas pénalisée d'avoir été travailler dans d'autres pays et de ne pas avoir fait toute sa carrière en France. Donc on va pouvoir prendre ces périodes dans le cadre du calcul de la retraite. Voilà, donc concrètement, cette personne, elle aura des droits espagnols et bulgares sur les 5 ans qu'elle a passé dans chacun des pays, et elle aura des droits sur les 32 ans où elle a cotisé en France, donc il n'y aura pas de perte. Évidemment, après, chaque pays va verser des droits à la retraite en fonction de son calcul. Tout à fait. Voilà, puis deuxième exemple, convention bilatérale, quelqu'un qui a travaillé 42 ans, dont 10 ans aux États-Unis, même principe. On calcule 32 ans en France plus 10 ans aux États-Unis, durée complète. Il a ses droits pleins en France, mais calculés sur les 32 ans. Voilà, et les États-Unis vont lui verser une pension sur les 10 ans qu'il a passé là-bas. Voilà, donc on comprend bien l'intérêt de la convention bilatérale. Alors en santé, on pourrait dire que les conventions permettent d'avoir des délais de carence. Donc j'arrive dans un pays, je suis couvert dès le premier jour. Bon, exactement. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai travaillé dans plusieurs pays de l'Union européenne et dans un pays qui a une convention bilatérale? Donc c'est là où il faut faire attention, puisqu'il n'y a pas forcément, dans ce cas, la totalisation des périodes. Et c'est là où nous, on va intervenir, nous, différents organismes, pour vous permettre de cotiser de manière volontaire pour votre retraite, votre santé, votre prévoyance, notamment pour éviter ces trous dans la raquette. Voilà. Alors, je rappelle une définition qui est importante dans la façon dont... dans cet exposé, c'est la définition de l'expatrié. On prend la définition au sens de la sécurité sociale. Communément, un expat, on peut le comprendre, quelqu'un qui a un contrat de travail avec une société française, qui est bien payé, qui a une couverture sociale qui est garantie par son employeur français. Alors nous, c'est au sens de la sécu, c'est-à-dire que je travaille dans un pays, je dépends de la sécurité sociale de ce pays. Donc je prends mes valises, je vais travailler à Singapour, ou mon employeur français m'envoie à Singapour. Dans tous les cas, je cotise à Singapour et j'ai des droits à Singapour. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ma protection sociale? Le détaché, je le rappelle, parce que là, on ne va pas tellement parler de détaché. Le détaché, c'est un homme, une femme qui travaille en France, employeur français. Temporairement, il va travailler à l'étranger. Il garde tout son régime français. Donc, l'impact pour sa protection sociale est nul. Il garde la protection sociale comme s'il n'avait jamais... Comme s'il était en France. Tout à fait. Voilà. Donc là, nous, on va s'arrêter aux expatriés, qui soient envoyés par une société française ou qui soient employés par une société locale. On peut souvent parler des contrats locaux. Dans tous les cas, au regard de la réglementation du pays dans lequel ils travaillent, ils sont à la même enseigne, puisqu'ils cotisent tous les deux localement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pour leur protection sociale? Alors, la problématique va surtout se poser dans les pays qui n'ont pas de convention avec la France. Vous avez travaillé 32 ans en France et 10 ans au Bangladesh. Le Bangladesh n'a pas de convention avec la France. Pas encore. Non. Donc, pour la France, vous avez 32 ans de cotisation pour votre retraite, par exemple. Donc, vous aurez un abattement parce que vous n'aurez pas une durée complète. Et puis, vous aurez une proratisation sur 32 ans. Voilà. J'arrive dans un pays qui n'a pas de convention en maladie.
je ne suis pas couvert dès le premier jour, voire quelquefois, je ne suis pas couvert parce qu'il faut, par exemple, un délai de résidence ou en fonction du permis de travail ou de son visa, on a ou pas la protection sociale du pays dans lequel on travaille. Et puis, enfin, vous avez des pays où il n'y a pas beaucoup de protection sociale. Voilà. Et donc là, la question se pose, c'est comment je m'assure? On pense tous d'abord à la santé, mais il n'y a pas que ça. Il y a la retraite, il y a la prévoyance, éventuellement, il y a le chômage. Un point très important, c'est les limites territoriales du régime de protection sociale français. Dès lors que vous avez décidé d'aller vivre à l'étranger, et pas d'y aller pour un séjour temporaire, et bien, dès lors que vous quittez définitivement la France, en tout cas, vous pourrez peut-être revenir un jour, mais sans avoir l'idée d'y revenir après une courte période, vous n'êtes plus couvert par les régimes français. Ce n'est pas parce que vous avez une carte vitale que si vous décidez de vous expatrier en Bolivie, vous allez pouvoir continuer à être couvert par la sécurité sociale. Il y a un principe de territorialité, c'est-à-dire je travaille et j'habite en France, donc je suis couvert en France. Exceptionnellement, si je vais faire un voyage d'une semaine à l'étranger, la sécurité sociale vous remboursera. Mais dès lors que votre résidence sociale n'est plus la France, vous n'avez plus de droit en France. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on croit toujours, j'ai ma carte vitale, mais non. Dès lors que vous travaillez à l'étranger, mais c'est pareil si vous faites des études, en dehors d'un échange avec une université, ou même si vous êtes retraité. Dès lors que vous allez à l'étranger, vous vous installez à l'étranger, vous n'êtes plus couvert, en tout cas pour les soins qui sont à l'étranger. Quelquefois, vous êtes couvert quand vous revenez en France, par exemple, pour les retraités. On va avoir une durée d'assurance minimum dans ces cas-là de 15 ans. Exactement. Voilà. Alors, Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale à but non lucratif qui fait deux choses. Nous gérons la retraite complémentaire des salariés du privé, les retraites Agirc-Arrco, et nous avons au sein du groupe la caisse de retraite qui propose aux expatriés de continuer à cotiser au régime complémentaire, au régime Agirc-Arrco, alors qu'on travaille à l'étranger. Et puis, nous avons une autre activité en santé-prévoyance, en complément de la Caisse des Français de l'étranger, donc qui est la caisse de sécurité sociale pour les expatriés, un peu comme le principe en France, sécurité sociale, CFE et mutuelle. On va regarder ça. Et donc, voilà ce qu'on fait nous, santé-prévoyance et la retraite complémentaire pour vous assurer une continuité de carrière. Sachant, si je peux me permettre, Alexis, dans le cadre des accords bilatéraux, la retraite complémentaire n'est pas prévue, n'est pas coordonnée. Donc c'est d'autant plus important. Tout à fait. Voilà. La retraite complémentaire. La retraite de base, oui, dans le cadre des accords, mais pas la retraite complémentaire, contrairement dans le cadre des règlements européens de coordination. Exactement, puisque à titre volontaire, l'Agirc-Arrco, donc les régimes complémentaires, ont intégré les règlements européens. Donc ça veut dire que là, alors l'Agirc-Arrco respectait quasiment toutes les règles liées au règlement européen, mais ça veut dire quoi? C'est surtout pour les étrangers qui viennent en France, on leur garantit leur retraite complémentaire, on leur garantit d'exporter leur pension, quelle que soit la durée d'assurance. Voilà. Mais effectivement, pour un Français, alors je précise un peu quelques chiffres. Aujourd'hui, pour un salarié du privé, en moyenne, le régime de base, c'est entre 50 et 60% de la pension, et le régime Agirc-Arrco, c'est le reste. Pour un cadre, c'est un peu inversé. On est plutôt sur des volumes où le tiers de la pension d'un cadre vient du régime de la sécurité sociale, du régime de base, et les 2 tiers du régime complémentaire. Donc vous voyez que si vous êtes cadre, que vous allez vous expatrier 5 ans dans un autre pays, eh ben, vous aurez 5 ans sans acquisition de points Agirc-Arrco sans retraite complémentaire. Donc soit dans le pays dans lequel vous êtes, vous aurez un régime correct, équivalent, et qui vous permettra d'avoir des droits, parce que dans certains pays, vous avez peut-être des régimes locaux, mais qui sont réservés à d'autres personnes. Soit vous n'en avez pas, et donc dans ce cas-là, on va vous proposer, à titre volontaire ou via votre employeur, d'où éventuellement une négociation possible, de continuer à cotiser. Alors, les risques couverts, donc là, on va plutôt parler des gens qui arrivent dans un pays et qui ne sont pas satisfaits de la protection sociale du pays, soit parce qu'il n'y en a pas, ou soit parce que le niveau est très faible, ou soit il n'y a pas de coordination avec la France et ils ne sont pas sûrs de pouvoir utiliser le régime du pays dans lequel ils sont. Donc on va parler de retraite de base, j'ai dit quelques chiffres. Donc la retraite de base, c'est la retraite de la sécurité sociale. Donc les paramètres, c'est la durée d'assurance, c'est les salaires moyens. La retraite complémentaire, je viens d'en parler, ce sont les régimes Agirc-Arrco. Donc là, c'est un régime qui fonctionne par points.
Hein. Chaque année, vous cotisez via votre employeur en France ou à titre individuel quand vous êtes expatrié. Les caisses de retraite convertissent vos cotisations en points. Vous accumulez des points pendant toute votre carrière et à la fin, on fait le total des points multiplié par la valeur du point et ça vous donne votre pension complémentaire. Alors bien entendu, plus vous avez un salaire élevé, plus vous cotisez et plus vous avez de points et donc vous avez une retraite à l'image de votre carrière. Voilà. N'oublions pas la retraite par capitalisation. Donc là, vous mettez de l'argent de côté et vous vous dites, quand je serai à la retraite, j'aurai un capital où je vais le convertir en rente. Il y a des régimes supplémentaires collectifs en France où vous pouvez faire ça à titre individuel. En tout cas, il faut le prendre en compte parce que ça rentre un peu dans la future retraite d'un salarié en France. Alors, quand on va à l'étranger, je pense que le premier point auquel on pense, c'est la santé. Qu'est-ce qui se passe si je suis malade? Exactement. Et donc là, bien entendu, tous les organismes qui sont ici dans ce salon sont là pour vous conseiller. Et nous, on va pouvoir vous dire, en fonction du pays dans lequel vous allez, est-ce que d'abord vous aurez un régime obligatoire? Est-ce qu'il est obligatoire? Quel est le niveau? Et surtout, combien coûtent les soins? Parce qu'une chose est d'avoir une obligation, d'avoir une couverture locale, une sécurité sociale. Une autre est le niveau de remboursement ou de prise en charge. Et puis, vous avez aussi des pays à deux vitesses où vous avez un régime d'État qui ne marche pas très bien et puis un régime privé qui est très efficace, mais qui est très, très cher. Voilà. Donc, la santé, c'est extrêmement intéressant. Je vais parler 2 mots de la prévoyance. La prévoyance, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu. La prévoyance, ce sont les gros risques, c'est-à-dire le décès ou l'arrêt de travail, courte ou longue durée. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'en France, notamment pour les salariés, il y a des conventions collectives et les employeurs sont la plupart du temps obligés de couvrir à minima les salariés. Il y a des caisses de prévoyance qui permettent d'assurer une certaine garantie. Plus ou moins bien. Voilà, mais si vous voulez, c'est rare que vous posiez la question. Si vous êtes indépendant, par contre, vous vous êtes peut-être posé la question parce que là, vous n'avez pas forcément un employeur qui a une obligation de vous couvrir en cas de décès ou en cas d'arrêt de travail. Donc là encore, c'est important. Bien entendu, les besoins ne sont pas les mêmes selon son âge, selon qu'on parte en famille, selon le niveau de protection sociale du pays dans lequel on va. Hein. Bien entendu, si vous allez en Suède, vous aurez le régime suédois en santé, en retraite, en prévoyance. Je ne pense pas que vous ayez besoin de continuer à cotiser au régime de retraite français. En plus, ça ne sera jamais à perte. Vous aurez cotisé 2 fois, vous aurez 2 pensions, entre guillemets. Mais c'est peut-être pas utile. En revanche, vous allez vous expatrier au Venezuela, vous aurez le niveau de pension du Venezuela, si tant est qu'il y en a un. Voilà, bien entendu, on va se poser la question, est-ce qu'il faut que je cotise? Et qu'est-ce qui va se passer pour ma santé, pour ma prévoyance? Voilà. Alors, un mot de l'assurance chômage, puisque l'assurance chômage, elle est obligatoire quand on est en France. Elle est obligatoire dans la plupart des pays de l'Union européenne. Oui, puisque c'est un risque, ce que je disais tout à l'heure, est un risque coordonné dans le cadre de l'Union européenne, même si ce n'est pas un risque de sécurité sociale en France. Hein. Et donc, et pas dans le cadre des accords bilatéraux. Un exemple concret de l'intérêt de la coordination européenne, vous savez que pour avoir des droits au chômage, il faut avoir cotisé ou travaillé un minimum de temps. Eh bien, quand vous êtes dans un pays de l'Union européenne, que vous êtes licencié ou que vous revenez en France, vous pourrez acquérir des droits au chômage beaucoup plus rapidement. En un jour, vous avez des droits au chômage, pas forcément les droits pleins, mais en un jour, vous avez des droits complets. Alors que si vous revenez de Colombie et que vous êtes au chômage, si vous n'avez pas cotisé de manière volontaire quand vous étiez au Colombie, vous n'aurez pas le bénéfice du chômage. Voilà un exemple très concret de la coordination pour l'assurance chômage. Alors, j'ai déjà parlé un peu des organismes qui sont là pour vous accompagner ou pour vous proposer de manière volontaire de cotiser à votre protection sociale. On va les revoir très rapidement. Donc, j'ai parlé du régime de base, donc l'assurance vieillesse. En France, c'est obligatoire, la CNAV. Et à l'étranger, vous pourrez continuer à cotiser au régime de base via la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, qui va être l'organisme qui va être votre interface et qui ensuite reversera les cotisations à la CNAV. Donc, ça marche comme si vous étiez en France. Durée d'assurance, ça marche par trimestre, avec une moyenne de salaire, mais limitée au plafond de la sécurité sociale. Donc, ce sont exactement les mêmes droits. Et ça, c'est la Caisse des Français de l'étranger qui vous permet, encore une fois, soit à titre volontaire, soit via votre employeur, français ou étranger, de cotiser. En maladie, vous avez la sécurité sociale. La Caisse des Français de l'étranger, c'est une caisse de sécurité sociale dédiée aux expatriés. Et elle va proposer la continuité parfaite des droits en sécurité sociale. Alors, les modalités
de cotisation, d'inscription, tout ça sont bien sûr différentes. Ce n'est pas les mêmes cotisations URSSAF. Mais attention, dès lors que vous êtes à l'étranger, votre employeur n'a plus d'obligation de cotiser. Donc la cotisation, si un employeur n'est pas d'accord pour prendre une partie, elle est pour vous. Donc il faut négocier ce point si on peut avec un employeur. Si vous êtes indépendant, vous pouvez aussi être assuré à la Caisse des Français de l'étranger et vous aurez la sécurité sociale. L'Agirc Arrco, on en a parlé aussi, la retraite complémentaire, c'est la caisse de retraite Malakoff Humaniste International Agirc Arrco qui est au sein de notre groupe, qui vous propose de continuer à cotiser. Là encore, en France, un employeur il a une obligation de payer à minima, en gros 60-65% de la cotisation. Là, il n'a plus d'obligation quand vous êtes à l'étranger. Donc, ce sont des montants qui peuvent être assez importants. Bien entendu, le mieux, c'est de venir nous voir avant. Demander aux différents... Exactement. Demander des devis, regarder combien ça coûte et éventuellement, si vous avez la chance de pouvoir le faire, négocier avec vos futurs employeurs pour qu'ils prennent tout parti de ces montants. Enfin, j'ai évoqué Pôle emploi. Et Pôle emploi permet aussi de cotiser à titre volontaire quand on est en dehors de l'espace économique européen pour avoir une assurance chômage. Alors, dans tout ça, il manque une chose, c'est la complémentaire santé ou prévoyance. C'est là où Malakoff Humanis intervient aussi. Alors, en France, c'est privé, mais c'est obligatoire, notamment pour les salariés. Ces dernières années, c'est une obligation qui s'impose. À l'étranger, la CFE seule, bien souvent, ne suffit pas. Après, ça va dépendre des pays. Mais la CFE, pour les soins, quand vous rentrez en France, elle va vous rembourser exactement comme la sécurité sociale, les mêmes montants. Et pour les soins à l'étranger, c'est compliqué de calquer le modèle français pour des remboursements qui ont lieu à l'étranger. Vous savez qu'il y a une nomenclature, il y a des codes, actes et tout. Donc la CFE a simplifié le système. Et à l'étranger, une visite médicale, elle vous rembourse comme en France, mais on va dire 17 €. Pour les autres soins, généralement, c'est un pourcentage de vos frais réels et le pourcentage va dépendre du pays dans lequel vous êtes, puisque le coût de la protection sociale, très aléatoire. Le coût de la santé n'est pas le même partout. D'où l'importance, effectivement, en fonction du pays dans lequel vous serez, de réfléchir à une complémentaire santé, mais une complémentaire santé adaptée. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir proposer des plafonds de remboursement adaptés en fonction du pays. Une visite médicale aux États-Unis, c'est rarement moins de 80 ou 100 $. Et encore, dans les grandes villes comme New York, c'est plutôt aux alentours de 120-150 $ minimum. Et la CFE va rembourser 17 €. Donc vous voyez que dans un pays comme les États-Unis, vous devrez plutôt opter pour une complémentaire santé avec des garanties importantes. En revanche, si vous êtes expatrié en Malaisie, là, vous avez un système de soins qui est tout à fait correct, avec des médecins anglophones qui sont bien formés, et une visite médicale va être beaucoup moins chère que New York. Vous n'aurez pas besoin d'une couverture avec un plafond à 300 € la consultation. Vous allez prendre une garantie moins élevée et donc moins chère qui correspond vraiment à votre besoin. Voilà. Un point très important, dans les couvertures santé, généralement, vous avez de l'assistance. L'assistance regroupe tout un certain nombre de services. Le principal, c'est bien sûr l'évacuation sanitaire en cas de besoin. Si vous avez un gros pépin au Vietnam et que vous n'avez pas les hôpitaux qui peuvent vous prendre en charge, vous allez être évacué grâce à cette couverture d'assistance, soit dans un hôpital d'un pays proche, Thaïlande, Singapour, soit en France, si ça nécessite de vous évacuer en France pour vous soigner. L'assistance, elle permet aussi souvent de faire des prises en charge en cas d'hospitalisation. Et puis, il ne faut pas oublier un certain nombre de services qu'on peut proposer aussi, comme la téléconsultation, qui peut être extrêmement utile quand vous êtes à l'étranger. Et puis tout un ensemble de services dématérialisés, se faire rembourser en scannant ces demandes de remboursement et en nous les envoyant sur notre espace client. Par exemple, c'est mieux que d'envoyer ces copies ou ces originaux de factures. Surtout avec certains pays où il y a des de Bolivie, postaux. Voilà. On en a parlé ce matin, mais effectivement, c'est important. Où on risque de jamais recevoir la demande. Voilà. Donc tout ça, c'est des points qu'il faut avoir en tête. Mais là encore, il faut se renseigner, pas s'y prendre au dernier moment. Et puis, tous ces organismes sont facultatifs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, moi, ma priorité, c'est la santé,
parce que dans le pays dans lequel je vais, la retraite, ça va. Donc voilà, on en parle, et là, on va vous dire, voilà, en santé, voilà combien coûte la CFE, voilà la couverture qui nous paraît adaptée en complément de la CFE, voilà combien ça coûte. Et dans un autre pays, vous allez peut-être me dire, non, moi, je vais avoir une couverture locale correcte en santé, par contre, la retraite, là, c'est un vrai problème, et vous pourrez éventuellement cotiser adapter sa situation en retraite. Donc, bien sûr, une complémentaire santé à la CFE nécessite d'avoir la CFE, mais vous pouvez cotiser que à la CFE pour la retraite de base, ou que chez nous en retraite complémentaire, ou les deux. Voilà. Donc, vous pouvez moduler ça, et là, nous, nos conseillers sont là pour vous dire, en fonction de votre situation, de vos besoins, de votre pays, quelle serait la meilleure couverture. Merci Alexis. Voilà, merci. Et maintenant, je pense qu'on va prendre quelques questions. Oui, on va prendre des questions. On en a un certain nombre. Alexis, je vais te laisser la parole le temps, comme ça je prends connaissance des questions qui arrivent. Et je vais te lire la première question. Je suis salarié intérimaire en France et je veux partir travailler 1 an en Espagne pour mon expérience personnelle. Alors, serais-je couvert si je tombe malade ou si je suis victime d'un accident du travail? Et en attendant de trouver du travail, pourrais-je toucher mes allocations chômage? Alors là, c'est une question auquel on peut peut-être répondre tous les deux, même. Tous les deux. Tout à fait. Je peux peut-être répondre la première. Je ne sais pas si on a suffisamment d'éléments, parce que intérimaire, est-ce que c'est votre employeur qui vous envoie à l'étranger? Est-ce que vous allez cotiser localement? Donc là, il faut peut-être qu'on mettre des réserves, voilà. Donc effectivement, si vous partez travailler localement, alors voilà, vous dites en Espagne, vous serez assuré du régime local espagnol. Donc vous bénéficierez du système de santé espagnol. Bien sûr, si vous avez besoin de revenir en France pour des soins, vous pouvez, mais il faut le faire sur autorisation, justement, par contre, du régime espagnol, et vous aurez besoin d'avoir un document, ce qu'on appelle document portable S2, avant de revenir faire des soins en France. Voilà sur la partie soins. Mais sauf peut-être si ce sont des soins inopinés. Tout à fait, bien sûr, soins inopinés, soins d'urgence. Oui, parce que vous continuerez, bien sûr, à bénéficier de votre carte européenne d'assurance maladie. Espagnol. Donc voilà, tout à fait. Mais soins inopinés, soins d'urgence, aucun souci. Si c'est des soins programmés parce que les soins en Espagne ne sont pas disponibles, là, vous aurez besoin d'une autorisation du régime espagnol. Mais en tout cas, vous relèverez du régime espagnol et vous serez pris en charge par le système de soins espagnol, qui est un système de soins assez, je pense, équivalent du système de soins français, et du coup, qui est dans le cadre des règlements européens de coordination. Voilà, tout à fait. Il y a moins de souplesse, c'est pas un système où on choisit son médecin un peu comme voilà, en France, après, voilà. Mais vous aurez le régime espagnol. Voilà. Tout à fait. Alexis, je pars travailler au Québec. Vu les accords avec le Canada, à quoi sert de cotiser à la CFE ou Malakoff? Ça, c'est une belle question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays qui ont des accords complets et dans les pays qui ont des bons niveaux de protection sociale, je ne dirais pas que ça ne sert à rien, parce que ça servira toujours. Vous aurez des droits en plus de ceux que vous aurez acquis au Québec. Voilà. Donc, dit autrement, si dans le pays dans lequel vous allez vous expatrier, le niveau de santé et le niveau de retraite est similaire à celui que vous avez en France, non, vous n'avez pas besoin de cotiser. Si par contre, vous apercevez que le niveau est très bas, ça ne sera pas à perte si vous cotisez, puisque de toute façon, ça vous donnera des trimestres cotisés ou des points pour les régimes Agirc-Arrco. Tout à fait. Je vais faire une précision par rapport à qui me vient et qui est importante. Tout à l'heure, on parlait des accords bilatéraux et je disais que chaque accord bilatéral a ses propres dispositions. Il ne faut pas oublier que dans certains accords bilatéraux, les indépendants ne sont pas visés, et que si vous partez dans un pays où il y a un accord bilatéral de sécurité sociale et que vous allez avoir une activité d'indépendant, alors bien sûr, vous allez cotiser au régime local où vous serez, mais cette période ne sera pas prise en compte dans le calcul de votre retraite française. Et là, ça peut être intéressant, puisque forcément, du coup, côté français, vous aurez un trou de carrière, et c'est un des exemples. Pour autant, il y a un accord bilatéral de sécurité sociale, mais où on peut avoir un besoin de complément au niveau de la retraite complémentaire ou Caisse des Français de l'étranger. Exactement. Alors, une autre question. Conjoint de détaché en Inde, est-ce que je peux acheter mes trimestres et acheter des points pour la complémentaire? Alors,
Pour la retraite complémentaire, il est impératif d'avoir une activité salariée pour cotiser. Donc, si vous avez trouvé un emploi local, oui, vous pouvez cotiser. Alors là, c'est très simple. On remplit un bulletin d'adhésion, on nous l'envoie, on vous inscrit et vous recevez un appel à cotisation trimestriel qui est basé sur le salaire que vous avez déclaré. Alors en France, on a une obligation de cotiser sur le salaire de l'employeur, le salaire brut. À l'étranger, le salaire brut, il ne représente pas beaucoup, pas grand-chose, parce que le niveau de prestations sociales, de cotisation sociale n'est pas forcément le même. Donc on est plutôt sur une base volontaire. L'idéal, ça serait de se dire, pour le salaire que vous avez en Inde, si vous travaillez, pour l'emploi que vous avez en Inde, quel salaire j'aurais eu en France, et de cotiser sur l'équivalent si vous pouvez. Je rappelle simplement que en France, vous payez en gros un tiers du montant. Là, si votre employeur ne vous aide pas, vous paierez la totalité. Donc ça peut s'élever à des montants assez importants. Après, on peut vous faire des devis et vous dire combien ça coûte en fonction du salaire que vous souhaitez déclarer. Alors, il y a une question. Une personne qui a travaillé 15 ans en Suisse et le reste en France, comment sera calculée sa retraite ? Alors, la Suisse est un pays où on applique les règlements européens de coordination. Et comme tout à l'heure dans le cas qu'on a évoqué de la personne qui travaillait en Espagne et en Bulgarie et en France, la personne qui a travaillé en France et en Suisse, elle aura une retraite côté français où on prendra ces périodes suisses dans le calcul de sa retraite. Qu'est-ce qui va se passer ? Au moment de sa retraite, si elle est résidente en France, elle devra se rapprocher de sa caisse de retraite pour déposer sa demande de retraite en précisant bien qu'elle a travaillé en Suisse. Et la caisse de retraite fera la liaison. Donc quand on dit fera la liaison, c'est enverra les formulaires de liaison à la Suisse, de demande de retraite et de carrière pour avoir les périodes d'assurance accomplies en Suisse et pour permettre le calcul de la retraite. Donc, il y a ce qu'on appelle, comme le disait tout à l'heure Alexis, une totalisation des périodes. On totalise, ça veut dire totaliser, ça veut dire additionner, les périodes en France et les périodes suisses. Donc, vous ne serez pas pénalisé de votre mobilité en Suisse. Donc, rassurez-vous, les périodes seront bien prises en compte. Bonjour, alors, une question où on peut aussi répondre à deux voix. Bonjour, merci. Quelles sont les démarches à avoir quand vous vivez et travaillez au Canada ? Alors, je te laisse commencer ou je... Vas-y, je alors, quelles sont les démarches à avoir quand on vit et travaille au Canada ? Donc, une des premières démarches avant de partir... Alors, vous allez vivre et travailler. Première démarche, c'est de vous rapprocher de votre caisse de retraite, votre caisse de sécurité sociale, d'indiquer que vous allez vivre au Canada. Lorsque vous serez au Canada et que vous travaillerez, vous serez rattaché au régime local canadien. Donc, il y aura une prise en charge de vos frais de santé au niveau du Canada par le régime local canadien. Alors, pareil, effectivement, comme on l'a vu, faut se renseigner sur l'offre de soins qui est offerte et voir s'il y a besoin d'une complémentaire à ce niveau-là. En plus, la réglementation peut varier en fonction des provinces. Tout à fait. Au Canada, mais enfin, on est quand même sur un pays qui n'est pas très éloigné de la France en termes de niveau de vie et donc aussi en matière de prestations médicales. Une autre question. Alors, une personne nous dit « Je comprends que l'adhésion à la CFE et chez Malakoff Humanis sont facultatives. Est-on libre de cotiser sur le salaire de notre choix car mon employeur tunisien n'est pas disposé à m'aider ?» Oui, alors, exactement. Donc là, on parle d'une personne qui est salariée. Il y a plusieurs choses. Sur la partie maladie, à la CFE comme pour la complémentaire santé chez nous, c'est pas lié au salaire, c'est lié en fonction du niveau de garantie que vous souhaitez et à votre âge, et évidemment du nombre de personnes à couvrir. Le salaire va être important sur les risques retraite, donc retraite de base, retraite complémentaire, et éventuellement pour la couverture prévoyance. En tout cas, sur la retraite complémentaire, oui, vous pouvez cotiser sur une base volontaire. Très bien. Une autre question. J'envisage d'adhérer à la CFE et pour le volet retraite dans le cadre de mon départ en Chine et chez Malakoff Humanis, et chez Malakoff Humanis pour le volet retraite dans le cadre de mon départ en Chine. Pour la santé, mon employeur m'offre une solution locale. Savez-vous si ces cotisations sont déductibles à l'étranger ?
Alors, je n'en ai aucune idée. Je pense que oui, puisque la Chine a mis en place des obligations, mais comme dans beaucoup de pays, hein, il existe des obligations, à l'image de ce qui se fait en France. Et donc, ces cotisations seront déductibles. Bon, moi, j'attire juste l'attention des personnes qui nous écoutent sur les différences de législation, Oui, notamment en matière d'assurance à l'étranger. En France, on est extrêmement bien protégé. Il y a la loi E20, il y a des choses comme ça qui disent par exemple qu'un contrat individuel, il est viagé ou jusqu'à ce que votre statut ne change. tout à Donc fait. l'assureur, il ne peut pas vous dire du jour au lendemain, j'arrête de vous assurer. Il ne peut pas non plus vous dire, ça coûte 3 fois plus cher sans vous prévenir avant. Voilà. À l'étranger, la réglementation n'est pas exactement la même. Vous me parlez de Chine, nous, on a des clients qui sont venus nous voir, qui sont à Hong Kong. Du jour au lendemain, on leur a dit on arrête de vous couvrir parce que la famille s'était renseignée pour une opération d'un de leurs enfants, par exemple. Voilà. Ou vous avez des préavis ou aucun préavis pour arrêter le contrat d'assurance. Donc, faut être extrêmement vigilant. Et l'un des intérêts de garder la continuité avec la France, donc pour la CFE, c'est la continuité. Pas de délai de carence quand vous y allez, pas de délai de carence quand vous revenez, une couverture en France quand vous revenez, parce que là c'est pareil, une couverture locale, chinoise, a priori ne vous couvrira pas si vous quittez la Chine ou a fortiori si vous revenez en France. Voilà. Donc un des avantages c'est le niveau de couverture, mais c'est aussi l'aspect protection lié à la réglementation. Alors bien entendu, si votre employeur vous paye la couverture, vous n'allez pas dire non, mais Non, voilà, il faut accepté. simplement être vigilant. Voilà. Une personne qui nous dit: je compte accepter une proposition d'embauche aux USA. Me conseillez-vous d'adhérer à la CFE retraite car j'ai lu qu'il existait un accord. J'ai déjà travaillé dans 2 pays de l'UE pour votre information. Alors, je vais commencer et Alexis complétera. Effectivement, il y a un accord de sécurité sociale avec les USA qui prévoit bien une coordination en matière de retraite. Lorsque vous serez à la retraite, vos périodes accomplies aux USA seront prises en compte dans le calcul de vos retraites, notamment pour le taux de la retraite du régime français. Donc il y a bien un accord. Par contre, cet accord, vous me dites que vous avez travaillé dans 2 pays de l'UE. L'accord franco-américain est un accord bilatéral qui ne prévoit la prise en compte que des périodes accomplies en France et aux USA. Ça ne fait pas partie des accords qui maintenant, et on va davantage vers ce type d'accord d'une multilatéralité de la prise en compte des périodes, vers des accords qui prennent également les périodes accomplies dans des États tiers aux 2 parties prenantes à l'accord. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Vous avez l'accord canadien qui permet de prendre en compte à la fois les périodes accomplies en France et au Canada, et également les périodes accomplies dans des pays qui ont un accord et avec le Canada et avec la France. L'accord franco-américain ne permet pas cette prise en compte, donc il y aura juste une période prise en compte France-États-Unis. Dans le cadre des pays de l'UE, il y aura bien sûr une prise en compte de toutes vos périodes dans l'UE. Donc qu'est-ce qui va se passer à la retraite concrètement? Vous aurez un calcul de retraite avec votre période France plus États-Unis, et puis vous aurez un calcul de retraite avec vos périodes accomplies en France plus les pays de l'Union européenne. On comparera les montants de vos retraites et on vous servira le plus élevé. Mais vous n'aurez pas une totalisation du tout. En tout cas, pas en l'état actuel de la législation et pas en l'état actuel de l'accord franco-américain. Donc, vous allez avoir un trou ou du moins une perte dans les périodes d'assurance au niveau de votre retraite. Donc, effectivement, Alexis va pouvoir peut-être compléter. Oui, Voilà. donc la conséquence, oui, le conseil, ce serait effectivement de cotiser au régime de base, d'autant que je rappelle qu'en France, quand on veut avoir sa retraite complémentaire, pour avoir le droit plein, on va regarder aussi s'il y a une durée d'assurance complète au régime de base, y compris les périodes reconnues au titre d'une convention bilatérale. Donc là, comme on voit que vous n'aurez pas la totalisation des périodes France, Union européenne et États-Unis, vous risquez d'avoir un abattement à la fois au régime complémentaire et au régime complémentaire. J'ajoute un point, c'est que les conventions bilatérales, elles peuvent prévoir une fiscalisation différente selon que vous demandiez votre retraite à titre individuel ou via la convention. C'est exactement le cas des États-Unis. Si vous demandez votre retraite américaine au titre de la convention franco-américaine,
vous aurez une exportation de la retraite. Et d'ailleurs, la retraite de base, c'est ce qu'ils appellent Social Security, est d'un bon niveau, hein, peut-être comparable à la nôtre en France, en retraite de base. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez une exportation sans problème. Par contre, si vous avez une période plus grande au sein de l'Union européenne et que vous demandez votre liquidation américaine à titre individuel sans passer par la Convention franco-américaine, ben là, vous serez fiscalisé différemment. Oui. Vous aurez eu un abattement sur votre pension. Vous voyez que ça peut être pernicieux, ça, on ne peut pas le savoir en avance. Donc, le conseil, c'est effectivement de continuer à cotiser au régime français de base, à la CNAV. Si vous pouvez aussi un régime complémentaire, sauf si vous avez un 401k ou un régime complémentaire aux États-Unis, toutes les entreprises ne le proposent pas. Voilà. Et pareil pour la santé, alors même si depuis les lois Obama, maintenant, il y a une obligation de généralisation, il y a quand même plusieurs millions d'Américains, de personnes aux États-Unis qui n'ont pas de couverture santé. Et en fonction de votre visa, de votre type de résidence, vous êtes susceptible de ne pas avoir de couverture santé aussi. Voilà, et qui coûte extrêmement cher aux États-Unis. Donc, un point de vigilance. Une autre question. Je compte partir... pareil aux USA, mais bon, je pense que pour un autre pays, ce serait pareil. En octobre, pour une durée de 5 ans, et mon employeur m'offre une couverture en santé et prévoyance. Donc, plutôt bien. Cette personne n'envisage pas d'adhérer à la CFE, mais que se passerait-il en cas d'accident et d'invalidité? Pourrais-je réintégrer l'assurance maladie française à mon retour? Alors, il me semble qu'avec les États-Unis, il y a une convention uniquement sur la retraite et maladie. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Aussi. Tu as tout à fait raison, Alexis. La convention franco-américaine, ou accord franco-américain, ne prévoit pas de dispositions en matière de droit aux soins de santé. Il y a très peu de conventions qui le prévoient. Et effectivement, il y a une coordination en matière de retraite. Voilà. Donc concrètement, effectivement, alors c'est un risque qui est rare, mais il faut jamais l'évacuer. Le principal intérêt, le gros intérêt de la CFE, c'est, on l'a dit, les délais de carence et choses comme ça, mais aussi en matière d'invalidité, d'arrêt de travail, c'est comme si vous étiez à la sécurité sociale. Alors que si vous avez une invalidité aux États-Unis, elle ne sera pas reconnue par la sécurité sociale. Or, en France, quand vous êtes en invalidité, vous avez des droits gratuits. Vous avez vos trimestres de sécu qui sont mis à votre compte jusqu'à l'âge légal de la retraite. Vous avez la sécurité sociale qui est gratuite. Vous avez un certain nombre de choses comme ça que vous n'avez pas si au moment du sinistre, vous n'étiez pas dans un régime soit coordonné, soit à titre volontaire à la sécurité sociale via la CFE. Donc nos préconisations, de toute façon, c'est dès lors qu'on sort de l'espace économique européen, il vaut mieux privilégier, s'il n'y a pas de couverture correcte sur place, il vaut mieux privilégier une couverture CFE plus complémentaire plutôt qu'une couverture dite au premier euro, c'est-à-dire avec un assureur, mais sans passer par un régime de sécurité sociale. Voilà. Très bien, merci. Une autre personne, je suis freelance en Nouvelle-Zélande. Quel dispositif s'offre à moi pour cotiser en France pour ma retraite? Alors, pareil, on va le faire à deux voix. Je vais commencer aujourd'hui. En l'état actuel des choses et de la législation, il n'y a pas de convention de sécurité sociale avec la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est des choses qui évoluent dans le temps. On espère qu'un jour, on aura encore plus d'accords bilatéraux. On en a déjà 41, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de convention avec la Nouvelle-Zélande. Donc, les périodes pour lesquelles vous allez travailler, cotiser, si au moment de la retraite, il n'y a pas d'accord, elles ne seront pas prises en compte pour votre retraite. Ça, évidemment, c'est un pari sur l'avenir. On ne peut pas deviner quelle sera la situation au moment de votre retraite. Donc, effectivement, un conseil, dans ce cas-là, c'est quand même, Alexis, se préoccuper de sa retraite avant de partir. Alors, et donc de quand même cotiser. Si on peut. Alors, malheureusement, pour les indépendants et les non-salariés, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il n'y a pas beaucoup de conventions en plus qui prévoient la prise en compte. Et voilà, en France, vous aviez l'ex-RSI. Donc maintenant, c'est la sécurité sociale, oui. Mais je ne pense pas qu'une cotisation volontaire soit possible, sauf au titre d'un espèce de détachement, mais vous partez de France pour aller travailler ponctuellement un an ou deux, même peut-être en Nouvelle-Zélande, mais là, je comprends que vous êtes installé là-bas. Donc, à ma connaissance, moi, je n'ai pas de solution quand on a le statut de non-salarié. Donc là, il faut voir comment ils font localement. Assurance privée locale, voilà, qui permet exactement. Au moins, et de se dire... un capital en vue de votre retraite, éventuellement. Et
au moment de retraite, la situation aura peut-être évolué et ces périodes-là ne seront peut-être pas... Alors, voilà. En France, il existe des mécanismes de retraite privée, les lois Oui. Madelin, tout ça. Mais est-ce que c'est intéressant qu'on est à l'étranger ? Ces régimes, ces supports, ils sont intéressants parce qu'il y a un certain nombre de déductions fiscales et sociales. Mais ça vaut quand vous travaillez en France. Quand votre fiscalité et votre couverture sociale n'est pas en France, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça soit possible de continuer à cotiser à ces mécanismes quand on est à l'étranger. Oui, je pense pas, effectivement. Bonjour, je pars au Canada en PVT. Si je m'inscris à la CFE, est-ce que je vais garder mes droits de sécurité sociale et d'ALD si je viens en France en court séjour? Oui, c'est l'intérêt de la CFE. Justement, on en a parlé ce matin avec la personne de la CFE, alors, oui. Oui, vous évoquez l'ALD, donc des affections de longue durée. Donc, ce sont des mécanismes où la Sécu prend 100% des frais à sa charge pour un certain nombre de pathologies. Alors, il faut quand même être vigilant. C'est 100% des frais selon les barèmes français. Donc, si vous êtes dans un pays qui est très très cher, vous n'êtes pas assuré d'avoir 100% des frais, mais vous êtes assuré que cette ALD sera prise en compte par la Caisse des Français étrangers. Donc là, oui, sans hésitation, il vaut mieux opter pour une couverture CFE ainsi qu'une complémentaire. Alors, j'ai une question, mais je pense peut-être pas assez complète, ou je vais quand même la lire. Peut-être qu'à deux, on va pouvoir identifier la problématique. Bonjour, doit-on faire une déclaration quand même si on n'est pas résident et qu'on n'a pas de revenus ni biens en France ? Alors, je pense que c'est plutôt une déclaration fiscale, alors peut-être plus sociale. Là, peut-être que c'est quelqu'un qui était en France, qui allait s'installer à l'étranger, est-ce que je dois le dire ? Oui, normalement, vous devez le dire. En fait, à partir du moment où vous quittez la France et que votre résidence sociale n'est plus en France, vous n'êtes plus couvert. Alors, c'est assez évident, entre guillemets, quand on travaille, parce que dès lors que vous êtes expatrié au sens de la Sécu, vous ne cotisez plus au régime français, votre employeur ne cotise plus aux URSSAF, tout ça, donc mécaniquement, vous n'êtes plus couvert, puis surtout que votre résidence sociale n'est pas en France. Après, en France, vous pouvez avoir des droits gratuits par les lois Puma, des choses comme ça, mais il y a une condition de résidence. Donc, non, si vous installez dans le sud de l'Espagne sans activité et que vous bénéficiez de... Ou même avec une activité, mais que vous bénéficiez d'une retraite, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour percevoir la retraite, il faudra déclarer, sinon vous ne percevrez pas votre retraite. Parce qu'il faut prouver que vous êtes vivant pour percevoir votre retraite. Alors, pour les retraités, si vous installez à l'étranger sans rien dire, la France va considérer que vous êtes toujours en France. Et en France, même un retraité expatrié, il a des droits. Donc là, il n'y a pas de problème. Sauf que d'abord, vous serez pénalisé fiscalement parce que vous allez payer la CSG, CRDS. Oui. Alors que si vous avez une résidence sociale hors de France, vous ne la payez pas. Et si vous avez un pépin à l'étranger et que la sécurité sociale s'aperçoit qu'en fait vous étiez résident permanent, vous dire à monsieur, nous, on ne couvre pas les résidents permanents. Non. Donc oui, il faut prévenir son centre de sécu dès lors que sa résidence sociale, c'est-à-dire son lieu habituel, change et que vous n'êtes plus en France. Dernière question. Effectivement, on a un temps imparti, on restera bien plus longtemps avec vous, mais malheureusement, on doit respecter le temps. Je suis actuellement en invalidité et indemnisée par la sécurité sociale. Je compte partir vivre en Thaïlande à la rentrée prochaine. Puis-je continuer à percevoir mes indemnités et que dois-je faire pour ma couverture santé? J'ai 59 ans. Alors, la Thaïlande est un des pays avec lequel on n'a pas d'accord bilatéral de sécurité sociale. Donc, si vous partez vivre en Thaïlande, cette personne ne dit pas qu'elle va travailler, de toute façon, elle est en invalidité, donc je ne pense pas qu'elle puisse travailler. En tout cas, il n'y a pas d'accord de sécurité sociale, pas de prise en charge des droits de soins de santé en Thaïlande, en tout cas, pas de sécurité juridique à ce niveau-là. Donc, il faut lui conseiller de prendre une couverture santé. Alors, la première chose, c'est de vérifier l'exportation de la pension. Mais à mon avis, oui, parce que la sécurité sociale peut exporter sans problème ce genre de prestations. Ce n'est pas une prestation qui n'est non exportable, puisque la pension d'invalidité n'est pas une prestation soumise à condition de résidence, entre d'autres. Donc, ça veut dire que, là, on peut vous répondre oui, vous continuerez à percevoir votre pension d'invalidité pour vous assurer en santé, Caisse des Français de l'étranger, de droit, et elle vous couvrira, et vous aurez un barème en fonction de l'âge. Alors attention pour la complémentaire santé, la plupart des complémentaires santé soumettent
les adhésions à une sélection médicale, enfin un questionnaire médical. Donc là, il peut y avoir refus ou surprime dans certains cas. Mais en tout cas, pour la CFE, pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème. Très bien. Je pense que voilà, donc on a fait le tour des questions. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez encore et encore poser toutes les questions sur tous les sujets liés à la mobilité internationale. Alexis, tu as peut-être un dernier mot à ajouter ou peut-être leur conseiller aux personnes. Je pense qu'on leur a répété plein de fois la première chose de se renseigner. Exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, c'était le salon S'expatrier mode d'emploi qui d'habitude a lieu de manière physique. Néanmoins, on a essayé de reproduire un peu la même chose que dans un salon. Donc tous les organismes présents ont leur stand. Donc il y a un stand du CLES, il y a un stand de Malakoff Humanis avec des conseillers en face qui pourront vous répondre. Et si vous avez des questions sur la CFE aussi, puisque nous, on est essentiellement un assureur qui proposons des couvertures en complément de la CFE. Donc on sera en mesure de vous répondre si vous avez des questions sur le sujet concernant la Caisse des Français à l'étranger. Alors, merci encore. Merci à vous. À votre disposition. Voilà. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions et merci. Merci René, au revoir.